Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Ici Mario Robert, président de la Société historique de Montréal. Aujourd'hui, en hommage à la professeure émérite de l'UQAM et historienne de l'art Esther Trépanier, récemment décédée, nous rediffusons son passage à notre Histoire en tête du 25 octobre 2022 en compagnie du professeur et historien de l'art Laurier Lacroix. Esther Trépanier était venue nous parler de son livre consacré à l'abstraction montréalaise dans les années 1940. Bonne émission! J'ai le plaisir de m'entretenir avec mon ex-collègue Esther Trépanier du département d'histoire de l'art de l'UQAM. L'occasion de notre entretien est la publication de l'ouvrage qu'il vient de faire paraître aux presses de l'Université de Montréal en collaboration avec le Musée d'art de Joliette. C'est un important ouvrage magnifiquement illustré intitulé « Scott, Brantner, Eveley, Weber, revoir l'abstraction montréalaise des années 40 ». Et il y a d'ailleurs une version anglaise publiée chez McGill Queen's University Press. Si les noms de ces artistes vous semblent peu connus, n'ayez crainte, vous en saurez beaucoup plus au cours de notre prochaine heure. Esther est une communicatrice hors pair, comme vous allez l'entendre, mais elle réside maintenant à Québec. C'est la raison pour laquelle nous tenons cet entretien par téléphone. Bonjour Esther. Bonjour Laurier. Écoute, alors la première question, qui est un peu une question que je pense on se pose tous, c'est à savoir comment, sauf peut-être Marianne Scott, qui est un peu plus connue, comment tu en es venu à identifier ce sujet qui porte sur l'abstraction des années 40 à Montréal? Comment est-ce que ce sujet t'est apparu comme important, comme valant la peine que tu y passes, j'imagine, quelques années de ta vie? Alors, Oui. alors comment ça s'est présenté, cet objet-là? Ben, disons de plusieurs manières. Alors, d'une part, c'est à la fois, d'une certaine manière, en continuité avec ce que j'avais entrepris sur la période de l'entre-deux-guerres. J'aime bien fouiller les zones moins connues de l'histoire. Notre histoire de l'art est encore jeune au Québec, il faut la construire. Il faut aussi s'intéresser aux artistes qui ont été exposés, commentés, mais qu'on a plus ou moins oubliés. Et donc, après avoir travaillé sur les années 30, j'arrivais toujours au terme de mes recherches en disant « mais ça continue dans les années 40 ». Or, les années 40 me semblaient un peu fascinantes parce que d'une part, il y avait une nouvelle affirmation francophone avec le retour de Pellan, avec Bordua, les automatistes, mais les artistes anglophones d'origine juive et autres qui avaient marqué la période de l'entre-deux-guerres et qui avaient marqué l'art moderne de la période de l'entre-deux-guerres ne mouraient pas le 1er janvier 1940, continuaient de peindre, continuaient d'être dans des regroupements d'artistes. Et en plus, il y avait la guerre. Donc, vous voyez, toute une conjoncture, mais en plus de ça, un accident. Ça veut dire que j'ai l'habitude de faire, et ça me fait toujours bien plaisir, des conférences au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et là, j'avais décidé une année de faire une série à partir des œuvres qui étaient dans les réserves et qui étaient méconnues. Or, le musée venait d'acquérir War Commentary, commentaire sur la guerre d'Henri Eveley, un artiste très peu connu. J'ai donc préparé une conférence autour de ce tableau d'Eveley, ce qui m'a amené à découvrir qu'il avait exposé, qu'il avait été commenté, que le conservateur Jacques Desrochers, qui avait acquis l'œuvre, avait fait des recherches autour de lui un petit peu, mais que ça restait encore inconnu. Or, c'est un tableau formidable, à la fois surréaliste et cubiste, et qui a vraisemblablement été exposé à Montréal. Partant de là, j'ai vu aussi qu'il participait avec Brantner, Weber, pour employer l'accent anglais. Donc, il avait exposé avec ses artistes. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens. On a là toute une table d'artistes qui sont, tiens, commentés par la critique d'art de leur époque comme des artistes abstraits et dont on ignore à peu près tout. En route vers Joliette pour un colloque sur Vias-le-Duc, mon collègue Laurier Lacroix me glisse « Ah tiens », alors qu'il m'avait questionné sur ma dernière conférence, « ça ferait un bel article ». C'était une chouette idée, mais comme Laurier me connaît un peu, en général, un bel article, je trouve jamais que c'est assez, et c'est devenu une expo et un livre. Voilà. D'accord. Et donc, il y avait comme
un conglomérat un peu naturel d'artistes là, qui te semblaient proposer un corpus qui avait une certaine cohérence et qui surtout marquait un moment de l'histoire de l'abstraction au Québec. Euh, je sais que tu es une lectrice hors pair de la critique de l'époque et ceux qui connaissent tes livres savent que tu fais également d'excellentes analyses des œuvres. En fait, je dirais que tu es une amoureuse des œuvres et donc tu les regardes de façon très fine. Et donc, combiner ces deux éléments-là, la critique, l'analyse formelle, l'analyse visuelle des œuvres, et puis une mise en contexte, parce que l'histoire est également très importante, je dirais, constitue la recette gagnante de la méthode Trépanier. Mais cet intérêt pour la critique, euh, comment prêter foi à la critique? Comment traiter cette question-là de la critique qui dit une chose et son contraire selon les journaux? Comment construire un discours à partir des textes qui nous viennent directement de la période finalement? Comment tu négocies ces Oui. différences de ton? Écoute, je dirais d'abord, c'est pas une affaire de foi, précisément. Parce que nous tous, d'ailleurs, les gens qui vont se pencher, si tant est qu'un jour les gens se penchent sur nos textes dans 50 ans, vont constater aussi des contradictions, etc. Ce qui est important, c'est que quand on parle du mot abstraction, par exemple, qui est au cœur de ma démonstration, qui est au cœur de ma réflexion, ben, les notions changent de sens selon les périodes. Et ce qui donne sens aux notions à une époque donnée, c'est le discours de l'époque. C'était vrai, par exemple, sur la question du mot moderne, art vivant dans les années 30, où les critiques donnaient un sens tout à fait différent de celui qui sera donné 10-15 ans plus tard. Et la question de l'abstraction au sein de la critique était ce qui m'a permis justement de regrouper ces artistes. C'est-à-dire que, bon, il y a des critiques qui sont pour, il y a des critiques qui sont contre, il y a des critiques éclairées, il y a des critiques moins éclairées. Je dirais que ça ressemble à nous tous aujourd'hui. Et à travers ce qu'ils disent des artistes, de leurs œuvres et la façon dont ils parlent de l'abstraction, ils nous donnent la clé pour comprendre comment à une époque donnée, pas aujourd'hui, pas dans les années 70, mais à une époque donnée, on comprenait l'abstraction. Parce que quand, dans mon titre, oublier, revoir l'abstraction des années 40, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que les artistes que je présente ne sont pas des artistes qui ont un style unifié, comme par exemple les artistes automatistes au moment de la signature du refus global. Il y a une signature formelle des tableaux automatistes. C'est pas du tout le cas avec mes artistes. Pourtant, ces 4 artistes-là vont tout aussi bien que Pelland et Bordua être traités d'abstraits par la critique. Mais il faut toujours se référer au discours d'époque pour comprendre qu'est-ce qu'un mot, une notion, un concept veut dire à une époque donnée. Et c'est à travers les contradictions qu'on voit comment se constitue le sens, comment aussi se transforme la réception critique. Parce que 8 ans avant, même pas 8 ans avant, disons en 1938, on parlait de l'art abstrait comme de quelque chose qui était le témoignage d'une société dégénérée, de la perte de l'expérience humaine, du sens de l'homme, bref, d'une société décadente. Je cite ici, entre autres, Jean-Paul Lemieux. Alors que, moins de 5 ans plus tard, on ne retrouve plus cette manière d'aborder l'abstraction. On retrouve des gens qui sont pour, qui sont contre. On retrouve des critiques qui se demandent « mais qu'est-ce que l'artiste veut bien pouvoir dire? » Et t'en as d'autres qui vont leur répondre « peu importe ce qu'il veut nous dire, jouissons des rapports de couleurs, du dynamisme des formes, etc. » Bref, on voit les débats qui s'instaurent autour de l'abstraction, du sens de l'abstraction, qui constituent les contradictions normales d'un discours, mais qui montrent aussi l'évolution de la réception des œuvres d'art par la critique et, on peut présumer, par le public qui les lise. Donc, est-ce que, si je te suis, tu dirais que cette évolution de la conception et de l'acceptation du terme abstraction
qui s'est faite lentement. Donc, tu dis au début des années 40. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a préparé justement le terrain pour l'acceptation des œuvres des automatistes ou d'autres artistes qui vont venir plus tard? Ça se fait en même temps. Ça se fait en même temps. OK. Bon, là, je pense que pour pas perdre les auditeurs et pas nous perdre nous-mêmes, il faut situer la question de l'abstraction dans les années 40. Bon, les plus vieux d'entre nous, c'est-à-dire toi, mon cher Laurier, moi-même et quelques autres, avons été nourris au discours formaliste greenbergien dans les années 70 où l'abstraction, c'était la non-figuration. L'art trouvait son expression dans la pure expression des formes, des couleurs, etc., sans référent aucun au réel. Or, dans les années 40, c'est pas du tout ça. Le mot abstraction recoupe deux types d'œuvres. Des œuvres, certes, non figuratives, expérimentales, où ce sont d'abord les formes, les couleurs, etc., qui constituent le sujet du tableau, et des œuvres qui gardent un petit référent au réel, une figure, l'amalgame d'objets, mais qui ont été retravaillés à travers la vision subjective de l'artiste pour n'avoir plus aucune fonction illusionniste ni aucune vraisemblance au niveau de la représentation. Ça, dans les années 40, c'est ce qui va traverser. Sauf que là, écoutez, c'est assez amusant parce qu'on a d'un côté Pellan. Alors, il faut se rappeler que c'est d'abord Pellan qui lance le bal du côté francophone en revenant en 1940. Et là, c'est lui le héros de l'art abstrait. C'est lui que les critiques d'art francophones comme anglophones vont saluer comme le grand moderne abstrait, etc. Or, Pellan présente des œuvres qui gardent des référents au réel et d'autres qui n'en gardent aucun. Donc, il joue sur les deux tableaux. Sauf que déjà, on va commencer à dire, oui, bien sûr, l'abstraction, et ça, Pellan est sans le vouloir un peu responsable de ça, c'est comme une dégénérescence du cubisme. Ça, c'est les méchants qui refusent l'abstraction qui disent ça. D'autres vont dire, non, c'est comme un degré de raffinement du cubisme. Bon, OK. Sauf que, à côté de ça, le grand rival de Pellan, et là, on est au tout début des années 40, Bordua va arriver et devant se positionner avec son groupe comme étant la vraie avant-garde abstraite, celle qui a accès à la vraie, à l'essence profonde de l'art qui doit être l'art du futur, c'est-à-dire l'art surréel, l'art automatiste, va dénoncer l'abstraction comme étant une dégénérescence du cubisme, c'est-à-dire donc tasser Pellan, adopter la formule de François Hertel qui dit « Ah oui, oui, bien sûr, vous, les automatistes, vous n'êtes pas des abstraits, vous êtes des concrets. » Bon, et là, vous avez toute la polémique avant-gardiste du groupe automatiste qui est là pour s'imposer. Mais pendant ce temps-là, ça, c'est ce qui se passe du côté des francophones, avec les jeunes francophones qui vont du côté de Pellan, ceux qui vont du côté de Bordua, et un qui déclare que l'abstraction de l'autre est obsolète. Mais pendant ce temps-là, vous avez aussi des artistes anglophones qui exposent au sein de la Société d'art contemporain, au sein de l'Art Association, un peu partout, et qui exposent des œuvres qui, dans certains cas, sont purement non objectives, non figuratives. On pense à Gordon Weber, par exemple. On pense à certains tableaux de Henry Eveley. Plus tard, à la fin des années 50, à Marianne Scott, à certaines expérimentations de Fritz Brantner, mais qui sont aussi parfois des œuvres, et là c'est vrai chez Scott, c'est vrai chez Eveley et c'est vrai chez Brantner, qui sont aussi des œuvres qui ont un référent au réel. C'est-à-dire on peut deviner, par exemple, une maison, un cheval, à travers une expérimentation formelle totalement novatrice. Et c'est là que les critiques vont discuter le sens, comment comprendre ce qui est non figuratif, comment comprendre ce qui est abstrait, mais encore avec un référent figuratif. Donc, tout ça se joue en parallèle dans une décennie qui, de surcroît, est traversée par la guerre. On pourra y revenir, mais qui, à la fin de la décennie, avec la publication du Refus global, va marquer quoi? Une rupture définitive dans le milieu de l'art moderne, si j'ose dire, entre les anglophones et ceux qui y sont associés, et les francophones. Donc, tout ça se passe en même temps. Tout ça se passe en même temps, et peut-être que pour y voir plus clair, justement, bien que la démonstration était claire, on va entrer en détail dans l'œuvre de chacun de ces artistes-là. Et
et Marianne Scott, donc, qui est la seule femme du groupe de ces quatre artistes anglophones que tu étudies, est un sujet qui t'avait déjà intéressé. Tu avais publié une monographie sur cet artiste. Il y avait une très belle exposition d'ailleurs, déjà il y a un certain nombre d'années. Et donc, tu reviens sur ce dossier-là, tu le reprends. Comment est-ce que... Et là, mais là, cette fois, de façon beaucoup plus synthétique. Qu'est-ce que tu retiens finalement de l'œuvre de Scott à travers ce deuxième exercice que tu en fais? Ben, c'est un découpage chronologique. C'est principalement les années 40 avec une petite ouverture vers les années 50 pour voir la continuité. Mais c'est une rupture par rapport à ce que les gens connaissent habituellement Marianne Scott. La plupart des gens connaissent et apprécient les scènes urbaines très géométrisées, très influencées par le précisionnisme américain ou les tableaux de fleurs, de plantes, etc. Or, elle a une commande de cellier pour faire une murale pour le département d'histologie de l'Université McGill, de l'école de médecine de l'Université McGill, murale qui est inaugurée en 1943, qui va l'amener donc à découvrir un monde, tout un monde qui est le monde en fait invisible à l'œil nu, celui des cellules, des atomes, etc. Et donc, par conséquent, elle passe à un autre type de production. Marianne Scott, cependant, et c'est ça qui m'a intéressée aussi en travaillant les années 40 et début 50, est une artiste qui est à la fois audacieuse au niveau de la recherche formelle, qui n'a pas peur d'intégrer des influences qui ne sont pas les influences de l'École de Paris. Dans les années 40, ça va être celle peut-être du biomorphisme, mais ça va être aussi plus tard celle des Américains et aussi du sculpteur Moore britannique. Donc, c'est une artiste qui, à la fois, n'a pas peur d'expérimenter, mais qui, de surcroît, est toujours guidée par une vision philosophique. Elle est à la recherche de ce qu'elle appelle a significant art, un art signifiant, c'est-à-dire qui conjugue l'expérimentation formelle avec une réflexion sur la société, sur l'héritage humain, etc. Et c'est là qu'il y a aussi ce changement dans ses œuvres, c'est-à-dire que de l'atome, du retour aux sources du vivant, qui est finalement la source biologique, elle va graduellement intégrer des sources de la culture humaine, mais en remontant jusqu'à l'art des cavernes, à l'art des peuples premiers, etc., pour aller vers de plus en plus d'expérimentation autour des héritages culturels, ce qui va, au terme du processus, d'ailleurs, l'amener à une abstraction d'un objectif. Mais cette partie de la production de Marianne Scott, qui est beaucoup moins connue et beaucoup moins valorisée, prend tout son sens quand on pense qu'elle s'inscrit au moment de la guerre, c'est-à-dire au moment où Scott, qui est une femme qui a une conscience politique très aiguë, très articulée aussi, donc au moment où cet artiste se pose la question, comment pouvons-nous sortir de notre tour d'ivoire, qui est l'atelier, comment pouvons-nous nous inscrire dans le progrès humain? Et cette réflexion qu'elle mène sur les sources à la fois de la culture et du vivant est un peu, en quelque sorte, sa contribution à cet art que personne n'a pensé à nommer art de guerre, sauf son ami peut-être Peggy Nicole, mais qui, en quelque sorte, est à la fois représentatif de sa vision philosophique et de son époque. Donc, tu nous la présentes comme une artiste à la fois très articulée, très érudite, enfin très savante. Enfin, c'est quelqu'un qui vit dans un milieu intellectuel qui la stimule grandement. C'est quelqu'un... En fait, ce que tu nous racontes de cet artiste-là, il me semble qu'on ne peut pas le dire de beaucoup d'artistes de la même période. Quelqu'un qui est aussi au fait, finalement, de sa société et des enjeux, des grands enjeux qui dominent l'époque. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est d'autant plus amusant qu'elle-même en doutait constamment. Je dis en doutait constamment parce que j'ai eu le privilège de pouvoir lire son journal personnel qu'elle a tenu entre l'âge d'à peu près 17 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Et elle est constamment en train de se demander
non, elle est constamment en train de se comparer, par exemple, avec son mari, éminent poète et avocat Frank Scott, avec son fils aussi, quand il devient plus vieux, qui, eux, manipulent si bien le langage, dit-elle, etc., etc., et moi qui ne peux m'exprimer que par mes pinceaux. Sauf que, quand tu lis son journal et que tu regardes la diversité de ses intérêts, la profondeur de ses réflexions, tu te dis, misère, on a là vraiment le cas classique de la femme qui se compare à son brillant mari et qui, dans le fond, est peut-être plus articulée et plus intellectuellement assumée et qui a le mieux intégré, je dirais même, que son mari. Bon, c'était ma petite sortie féministe. Très, très apprécié. Merci beaucoup. Le deuxième artiste, si on y va dans l'ordre où ils sont présentés sur la couverture, c'est Fritz Brantner.
Oui. Je dirais que c'est peut-être le plus connu de ses collègues anglophones parce qu'il y a déjà eu quelques expositions qui ont été consacrées, quelques publications. Et il a une carrière extrêmement diversifiée lorsqu'on la regarde. Et tu insistes là, sur, en fait, présenter l'exposition de 1936 comme une exposition peut-être qui va réveiller un peu le milieu montréalais. Justement, peux-tu nous rappeler justement la diversité de l'œuvre de Brantner puis l'implication de cet artiste-là dans le milieu montréalais? Oui. Alors, je pense que tu fais ici référence à l'expo qui est subventionnée par la Ligue canadienne contre la guerre et le fascisme, qui a très certainement eu lieu grâce à l'appui du médecin communiste qu'on connaît, Norman Bethune, qui est un très grand ami et de Marianne Scott et de Fritz Brantner. Et Brantner, donc, il faut le rappeler, est d'origine allemande. Il arrive au Canada après la Première Guerre mondiale, il a combattu et il a été fait prisonnier de guerre. Donc, quand Brantner va nous présenter des œuvres, et ça, il en présente dès cette expo de 36, justement, sur les désastres de la guerre, il sait très exactement de quoi il parle. Il les a vus depuis le front. Par ailleurs, d'origine allemande, il s'est formé de manière plutôt autodidacte, mais bien évidemment aux sources et aux mamelles, si j'ose dire, de l'expressionnisme allemand. Donc, quand il arrive à l'âge adulte au Canada, d'abord à Winnipeg, pour ensuite s'installer à Montréal au début des années 30, où il va rester jusqu'à la fin de ses jours, il arrive avec un héritage qui est à la fois une expérience humaine directe de la guerre, mais aussi avec une expérience de ces magnifiques courants que sont les courants expressionnistes allemands. Et cela traverse d'ailleurs sa peinture. Il va mener toujours en parallèle 3 styles. Un style abstrait, parfois géométrique, parfois plus gestuel. Un style qui, je dirais, s'inspire plus du cubisme qu'autre chose. Et un dernier qui est l'expressionnisme. Et les gens vont dire, mais c'est éclectique. C'est pas éclectique, il est extrêmement constant. Toute sa vie, il mène en parallèle ces 3 types d'expérimentation modernes à travers d'ailleurs 1001 médiums, gravure sur linoléum, sculpture de verre, des trucs invraisemblables. Il fallait voir la magnifique rétrospective qui a eu lieu à Kingston. Il y a des lunes qui mériteraient d'avoir une rétrospective à Montréal d'ailleurs, Brantner. Et donc, parce que pour lui, chaque type d'expérimentation réveille des fonctions spécifiques chez le spectateur. Donc, ça, c'est du côté de son œuvre, mais par ailleurs, c'est un homme qui est politiquement et socialement très engagé. Il est membre du parti de Commonwealth Cooperative Federation, c'est-à-dire, bon, parlons net, l'ancêtre du NPD. Il fait partie des fronts unis antifascistes avec les communistes, etc., ce qui était très fréquent dans cette époque de montée du nazisme, il ne faut jamais l'oublier. Et quand il tient cette expo de 36, déjà, il y a des œuvres et abstraites et des œuvres qui parlent de la guerre, qui parlent des enjeux contemporains à travers des procédés extrêmement nouveaux. Écoutez, mettez-vous à Montréal 1936, des œuvres expressionnistes colorées qui vont alors évidemment susciter des débats chez les conservateurs en disant mais c'est épouvantable, les cauchemars de M. Brantner, etc. Alors que, et c'est là que c'est toujours le fun de suivre la critique, parce que de ceux qui disent, enfin, qu'est-ce que c'est que ces béotiens qui ne comprennent rien et qui prétendent que cet art moderne est là pour épater le bourgeois quand en fait ça nous parle de notre temps. Bon, enfin, tout ça est absolument passionnant à suivre. Et Brantner va rester cet homme impliqué toute sa vie, notamment comme enseignant, parce qu'il ne faut jamais oublier que nos 4 artistes vont aussi enseigner toute leur vie. Et Brantner, lui, va mettre sur pied avec Norman Bethune cette école d'art pour enfants de milieux défavorisés. Et quand Bethune part pour l'Espagne en 36, Marianne Scott vient l'aider. Et c'est absolument formidable parce qu'il croit profondément que l'art peut changer la vie, que l'art peut aider les enfants, mais aussi les adultes de milieux défavorisés à s'approprier leur environnement. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec l'art-thérapie, tout ça, tout le monde est là-dedans, mais écoutez, on est dans ces années où il y a quelques modèles en Europe, dont Sisek qu'il connaît bien, mais qu'il applique ici. Et il va
continuer à développer à travers différents centres dans les quartiers défavorisés dans les années 40 ce type de pédagogie. Malheureusement, il n'y aura pas de subvention pour pouvoir continuer. Il va donc devoir trouver une job alimentaire, si j'ose dire, mais néanmoins, continuer à former les travailleurs sociaux de l'école de travail social de l'Université McGill à cette fonction essentielle de l'art comme moyen d'améliorer, de s'approprier la vie et son environnement. Donc, c'est quelqu'un d'assez formidable, avec des œuvres d'un dynamisme qui vraiment, quand on se remet dans le contexte de l'époque, est extraordinaire. Et on peut comprendre pourquoi Brantner va avoir un tel succès. Enfin, un tel succès, n'exagérons rien, là, c'est pas une cote à la Riopelle, mais on comprend pourquoi Brantner va avoir un succès auprès de collectionneurs, parce que ces œuvres sont pleines de vie et l'expressionnisme qui était vu comme un courant un peu étonnant ou dangereux au milieu des années 30 va devenir un courant extrêmement séduisant pour l'œil contemporain. Oui, puis je dirais que la couleur aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la couleur, hein, qui utilise vraiment une palette très vive toujours. Oui. Qui participe justement à ce dynamisme dont tu parles. Et donc, si je comprends bien, Brantner et Scott sont très proches, sont très liés dans la vie et dans leurs idées, finalement. Ah, ils se voient fréquemment, mais tous ces artistes se connaissent. Les 4 dont je parle aujourd'hui fréquentent des réseaux soit parallèles, soit communs. Evelay va être à la Société d'art contemporain, donc va côtoyer Marianne Scott, qui va y rester jusqu'à la fin. Quant à Weber, mon Dieu, je dis toujours Weber, on va penser que je suis parisienne, là, Weber. Donc, quant à Weber, il va enseigner à l'école d'architecture, mais aussi à l'école d'art et de design du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui va être avant 49 l'Art Association, et il est donc collègue là, de Marianne Scott. Et il y a un des tableaux de Weber dans l'exposition qui, en fait, a appartenu à Marianne Scott. D'accord. Donc, les liens sont proches. Puisqu'on est sur Evelay, parlons-en donc un peu. Oui. Donc, Henry Evelay, Eveligh, donc un nom qu'on entend moins souvent, ce qui est un artiste vraiment moins documenté, qu'on connaît pas, pour ainsi dire. Alors, comment justement le situer par rapport à ses contemporains? Est-ce qu'il pratique les mêmes formes d'art que Brantner et Scott? Déjà, Brantner et Scott sont fort différents. Oui, c'est ça. Mais ils ont en commun de s'intéresser à des courants artistiques modernes. Alors, dans le cas d'Evelay, je dirais que c'est peut-être un peu plus le cas de l'étoile filante, dans la mesure où, à partir de la fin des années 40, début des années 50, il va bifurquer vers une pratique de designer graphique et de professeur de design graphique. Il ne reprendra la pratique artistique qu'après sa retraite de l'enseignement de l'UQAM dans les années 80. Mais parlons de lui dans les années 40, parce que dans les années 40, il va susciter beaucoup d'intérêt, particulièrement autour de son expo au Musée des Beaux-Arts à l'Art Association en 1942. Donc, lui, il est d'origine je dirais, sino-britannique, c'est-à-dire qu'il naît à Shanghai, va faire ses études en Europe, en très grande partie à Londres, et on présume qu'il a fait des séjours d'études à Paris. On sait qu'il parlait le russe, le français, l'anglais, etc. Il y a encore une recherche à faire pour trouver ses œuvres. Néanmoins, le corpus que j'ai réussi à réunir est relativement représentatif. Alors, un peu comme Brantner, au début, il mène en parallèle 2 ou 3 types d'expressions. Je dirais une recherche qui penche plutôt du côté du cubisme quand il s'agit de faire des portraits, des nus ou encore des natures mortes. Par ailleurs, quand il désire exprimer une vision plus personnelle et plus... certains l'ont qualifié à l'époque de surréaliste, il va emprunter
vraiment au courant surréaliste français, dans la mesure où il va juxtaposer des motifs qui n'ont pas nécessairement, un peu comme un rébus, tu vois, c'est-à-dire il va un soulier, une femme, un arbre dans un espace un peu bizarre construit de telle manière. Et là, j'y vais par l'imagination parce que je ne peux me fier qu'à ce que les critiques ont écrit parce que je n'ai pas trouvé de ce type de tableau. Sauf que War Commentary, le commentaire sur la guerre acquis par le Musée des Beaux-Arts, nous donne une bonne idée. Il est dans l'expo, ce tableau magnifique, et nous donne une bonne idée de ces compositions surréalistes qui juxtaposent des objets, un bombardier, un mannequin, une ruine, qui obligent le lecteur à un certain effort pour lire le sens de ces objets et donc qui emprunte en quelque sorte vraiment au surréalisme. Mais ce qui est fascinant, et là, vraiment, moi, ça m'a fait tilt. C'est une autre œuvre, acquise par le Musée des Beaux-Arts, mais il y en a une équivalente au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario et une autre encore au Musée des Beaux-Arts du Canada. Ce sont ce qu'un critique appelle ces tourbillons. C'est-à-dire, ce sont des tableaux gestuels avec des grands mouvements de couleurs qui tourbillonnent sur la surface du tableau. Aucun élément représentatif. On ne devine pas d'objets qui peuvent d'une certaine manière se référer au réel comme dans les deux styles précédents. C'est purement abstrait et ça relève, parce que Evelyn a fourni des titres, a fourni une abondance de titres autour de ces œuvres-là, ça relève toujours de l'émotion intérieure, de l'émotion amoureuse ou autre. Et là, quand on voit que le premier qui est exposé, c'est en 1942, puis qu'on est historien de l'art, on se dit « Oi, 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 abstraction gestuelle à Montréal avant l'automatisme. » Parce qu'effectivement, quand en 42, Bordua présente ses gouaches abstraites, ça relève beaucoup plus de l'écriture, je dirais d'écriture automatique, du dessin automatiste, et les gouaches abstraites sont qualifiées d'œuvres surréalistes sur le carton d'invitation. On n'est pas encore dans la pure abstraction gestuelle de l'automatisme. Donc, c'est intéressant, et ça, la critique d'art va parler d'Evelyn en le comparant à Bordua et à Pellin, lors de cette expo de 42, mais il faut bien voir que le Bordua auquel on le compare, ce n'est pas encore le Bordua totalement automatiste. Donc, il est un précurseur en quelque sorte d'une abstraction gestuelle à Montréal, mais il n'y a personne qui le relève, et bien sûr, par la suite. Moi, je ne connaissais pas ces œuvres-là. Je dois dire que j'ai été complètement séduit par la qualité, l'intérêt, l'originalité, parce que c'est vraiment unique comme type de composition. Oui. C'est très original et vraiment, on regrette que cet artiste-là ait dû abandonner finalement sa carrière pour se tourner vers quelque chose de plus alimentaire finalement. Oui. Absolument. Écoute, comme on dit en bon québécois, la première fois que j'ai vu ça, je tombais en bas de ma chaise. Oui, non, c'est remarquable. C'est remarquable. Cependant, alors comme tu dis, c'est dommage qu'il ait dû abandonner. Il le dit d'ailleurs dans une entrevue, il n'y a pas de raison que l'artiste vive dans la misère. Tu sais, je dirais à un moment donné, il y en a qui prennent femme et enfants et qui doivent gagner leur croûte. En fait, il doit gagner sa croûte depuis longtemps. Parce que quand il arrive au Canada, il n'arrive pas avec une fortune, là. Donc, il va, dès les années 30, fréquenter et, je dirais, aller en apprentissage dans le milieu du design graphique, de l'affiche publicitaire. Bon, beaucoup d'artistes, on le sait, vont gagner leur croûte dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, aussi bien dans le livre que dans l'exposition, c'est de voir que quand arrive la guerre, il y a deux types d'Evelyn. Il y a le Evelyn qui répond à des commandes gouvernementales et qui fait des affiches de guerre qui n'ont rien à voir avec l'abstraction, qui sont d'un didactisme parfait, on reconnaît le pilote, on reconnaît la mitraillette, etc. Et vous avez l'Evelyn qui peut aussi faire des tableaux de guerre, mais avec un vocabulaire surréaliste. Mais pour revenir sur la fin de sa carrière, effectivement,
Il va gagner d'ailleurs un prix important en 1947 auprès des Nations Unies, ce qui va amener le directeur d'École des Beaux-Arts de l'époque, Charlevoix, à l'embaucher comme pour fonder un département de design graphique. C'est extrêmement important parce que le design graphique conçu comme art devait s'exprimer. Quelqu'un comme Evelay va mettre sur pied ce programme à l'École des Beaux-Arts et va être, quand l'École des Beaux-Arts va s'affilier avec l'UQAM, va devenir le premier directeur du programme aussi. Donc, il va bifurquer vers cette autre pratique. Bon, mais évidemment, nous, en bons historiens d'art, on le regrette, mais peut-être que ça lui a permis de gagner sa vie pas mal mieux que s'il était resté artiste. Oui, et de faire une contribution majeure dans un domaine. Alors, venons-en au dernier artiste, donc Gordon Weber. Là, c'est vraiment pour moi la découverte de ce quatuor-là. C'est un artiste, je pense qu'on peut dire, qui était complètement oublié. Je pense pas qu'il y ait eu une œuvre de lui d'accrocher sur les cimages de nos musées depuis un bon demi-siècle. Donc, on ne le voit jamais. Et pourtant, quand on voit ses œuvres, quand on lit ton texte, on voit qu'il a fait une contribution majeure à l'abstraction géométrique. Et donc, comment intégrer justement Weber à ce quatuor? Comment le situer justement dans ce groupe? Quelle forme d'abstraction est-ce qu'il produit par rapport aux autres? C'est sûr qu'avec Gordon Weber, particulièrement à partir des années 40, là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'abstraction non figurative. D'abord, il faut voir, il est d'abord d'origine ontarienne, il va travailler beaucoup avec l'ISMER à Toronto, notamment dans les écoles d'art pour enfants. Et l'ISMER, ce qu'on ignore très souvent, est chum avec Molly Nagy. Molly Nagy, qui est un artiste européen qui a été un des professeurs éminents du Bauhaus et qui a émigré, évidemment, avec la montée du nazisme, le Bauhaus a fermé, il a émigré à Chicago et il a fondé en quelque sorte un nouveau Bauhaus, le New Bauhaus de Chicago. Or, l'ISMER, qui est très chum avec Molly Nagy, conseille au jeune Weber qui a été formé entre autres par lui, d'aller étudier au New Bauhaus. Alors là, évidemment, Weber, qui déjà montrait, qui était à cette époque, on parle des années 30, un peintre figuratif avec des paysages un peu dans la saveur groupe des 7, revus et corrigés, et quelques portraits de travailleurs ici et là, mais néanmoins qui avait une sensibilité aux questions de la musique, qui avait une sensibilité à l'interdisciplinarité à travers l'Art Student League de Toronto, se retrouve sous la direction en quelque sorte de celui qui sera son professeur majeur, Molly Nagy, se retrouve donc au contact de toute une très basse, multidisciplinaire, intérêt pour les matériaux, intérêt pour la lumière, photographie aussi bien que dans les œuvres d'art, intérêt pour le textile, intérêt pour l'intégration à travers des matériaux modernes de l'art à l'architecture, etc. Bref, c'est l'école par excellence pour former cet artiste à des préoccupations qui seront, dans son œuvre, principalement formelles. Rapport dynamique de couleurs, de formes, dynamique géométrique. Bon, bref, on est vraiment dans la tradition du Bauhaus. Alors là, c'est ça qui est le fun aussi avec nos 4 artistes. C'est qu'avec l'expressionnisme allemand, avec l'influence de l'art chez Brantner, avec l'influence de l'art américain qui est extrêmement important et de l'art britannique chez Marianne Scott, avec l'apport du surréalisme, mais aussi d'une expérience européenne et asiatique, en quelque sorte de Evelay, on a finalement ce 4e artiste qui lui arrive avec le Bauhaus. Voyez-vous, on sort enfin de l'école de Paris. Parce que jusqu'à maintenant, on était toujours tourné vers les Parisiens, l'art français. Donc, au mieux, on acceptait le cubisme, on acceptait le fauvisme, mais timidement. Et là, on a des gars puis une fille qui arrivent avec des
des influences et l'intégration de nouvelles problématiques. En bref, notre Weber arrive-tu pas à Montréal avec ses œuvres? Il en expose régulièrement, mais là, la critique, très franchement, s'arrache les cheveux. On se demande le sens de ces œuvres-là. Mais comme Weber est professeur à l'école de design du Musée des Beaux-Arts de Montréal d'une part et à l'école d'art d'architecture, évidemment, il va former une génération d'architectes qui le reconnaissent eux-mêmes. C'était le Bauhaus, le Bauhaus, le Bauhaus. Et il va former au design des étudiants à l'école d'art du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui gardent un souvenir impérissable de ses cours. Et je pense, entre autres, à quelqu'un comme Claude Tousignan. Mm-hmm. Formidable. Alors, vraiment, tu nous fais découvrir 4 personnalités tout à fait fascinantes et, si on peut dire, complémentaires, en tous les cas, que tu réussis à ajuster. Après les avoir présentés individuellement dans ton magnifique livre, tu consacres un 3e chapitre sur 2 questions qui les regroupent également tous les quatre, à savoir leur attitude par rapport à la guerre et leur position en rapport avec l'art public. Peux-tu d'abord rappeler l'importance ou comment la guerre va transformer leur regard ou va modifier leur production? OK. Comme toujours, je vais revenir un peu en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que là, on touche quelque chose qui est, je dirais, plus caractéristique des groupes anglophones que francophones. C'est une autre chose qui distingue les artistes, fussent-ils les plus abstraits anglophones des francophones. Avant la guerre, il faut penser à la crise économique qui va amener un grand questionnement chez les artistes, particulièrement des communautés anglophones ou associées aux anglophones. Je pense aux artistes juifs, par exemple, à Montréal. Un questionnement sur, mais quelle est la fonction de l'art? Dans ce monde où le fascisme est en train de s'installer, on pense à la montée de Mussolini, on pense à la montée d'Hitler dans les années 30, dans ce monde où l'art est considéré par les fascistes comme dégénéré, dans ce monde où la moitié de la population est en train de crever de faim, à quoi servons-nous? Donc, ce questionnement traverse les années 30, les années de crise, et va amener les artistes à tout au moins s'impliquer dans des mouvements antifascistes ou dans des mouvements d'aide aux réfugiés lors de la guerre de la République espagnole. Ils sont tous chums avec Béthune, évidemment. Et tout ça va continuer en quelque sorte dans les années 40. Donc, ça n'arrive pas magiquement dans les années 40, puisque la guerre, c'est la guerre contre le fascisme qu'on combat déjà de toute manière depuis les années 30. Les œuvres politiques de Brantner en 1936 font aussi écho aux menaces de guerre qui sont grandissantes. Ça prenait juste nos gouvernements pour être parfaitement aveugles sur ces menaces de guerre qui étaient grandissantes. Les groupes politiques de gauche le savaient déjà. Donc, les années 40 ne sont pas quelque chose de nouveau, mais sont quelque chose qui vient accentuer ce malaise, cette question de à quoi servons-nous, nous les artistes. Et là, la question est bête et ambiguë parce que la plupart des artistes canadiens, je ne veux pas généraliser au monde entier, mais les artistes canadiens vont, pour plusieurs d'entre eux, se dire on ne fera pas de l'art de propagande. Nous n'allons pas sacrifier notre art à des visées idéologiques, mais nous pouvons participer, nous, comme individus, comme enseignants, comme personnes, à des groupes antifascistes. Nous pouvons donner des œuvres pour des encans, pour des causes politiques. Nous pouvons effectivement accepter de faire des affiches de propagande pour l'appui aux différentes causes politiques. Donc, c'est toujours embêtant cette question-là parce que, évidemment, ils vont garder tous autant qu'ils sont une production individuelle d'ateliers. Mais là, demeure néanmoins cette question. Il faut quand même quelque part sortir de la tour d'ivoire de l'atelier. Et c'est là que le modèle, par exemple, du Mexique, on pense aux grands muralistes mexicains, Diego Rivera, Orozco et compagnie, qui avaient accompagné en quelque sorte la révolution mexicaine. C'est là donc que ce modèle des muralistes mexicains, mais qui vont aussi inspirer tout le mouvement artistique
américain lors de la crise qui va se développer autour du New Deal à travers le WPA, Work Progress Administration Federal Art Project. On connaît ça. On va aux États-Unis. Les artistes, même la Société d'art contemporain, invitent des représentants du WPA à venir, Edward Owen, pour ne pas le nommer, à venir parler aux artistes. Donc, ça continue. Et quels sont les deux? Et puis, alors là, évidemment, les artistes en appellent au gouvernement canadien. Pourquoi ne faites-vous pas des programmes qui pourraient aider les artistes et qui pourraient aider l'art à sortir de l'atelier à travers les grandes murales publiques? Regardez, Roosevelt aux États-Unis fait ça. Au Mexique, on a fait ça. Bon, je ne reviendrai pas sur notre gouvernement canadien et son ouverture à l'art, surtout en ces belles années. Mais néanmoins, ça va amener les artistes à essayer toutefois de réaliser des murales publiques et ils vont réussir à en faire, mais le plus souvent pour des compagnies privées et quelques exemples sont évoqués dans l'ouvrage comme dans l'exposition d'ailleurs. Alors ça, c'est pour les expos. Et par ailleurs, mon Dieu, à part la murale, les œuvres de guerre, là, selon chacun. Marianne Scott, elle est une pacifiste convaincue. Elle a juré que jamais elle ne représenterait l'armée canadienne de quelque manière que ce soit, mais elle accepte quand même de faire des posters sur les forces du Canada et on en a des exemples encore dans le livre et dans l'exposition. Donc, ils vont, tous autant qu'ils sont, participer à certaines productions ciblées, si j'ose dire, plus politiques, ou encore à réaliser des murales publiques. Donc, on vient de le voir, ton livre nous permet vraiment de plonger dans tout un autre volet de notre connaissance de l'art des années 40. Le livre, d'une part, mais tu viens de l'évoquer, il y a une exposition au Musée d'art de Joliette à partir du 15 octobre qui va durer jusqu'au 15 janvier. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'exposition réussit à vraiment traiter des grands thèmes qui sont abordés dans ton livre? De manière plus succincte, mais oui. Le livre a cet avantage d'avoir un peu plus d'images qu'il y en a dans l'expo, parce qu'il y a des œuvres, écoutez, qui étaient dans un tel état qu'elles n'auraient pas pu voyager, elles seraient arrivées en miettes. Parce que ça, c'est un problème. Je tiens à le dire. Certains spectateurs qui vont aller voir l'expo vont dire « Ah, regardons ça, il y a une scratch dans le dessin ici ou il manque de la peinture là. » Oui, parce que quand on travaille sur des artistes qui sont moins connus, c'est-à-dire qui n'ont pas eu la chance toujours d'être achetés par des musées qui ont pu investir dans la restauration des œuvres, les œuvres se détériorent avec le temps. On le sait, ce sont des objets matériels fragiles. Et il y a des œuvres qui ne pouvaient pas être là, mais qui ont été reproduites dans l'ouvrage. Mais grosso modo, on retrouve à peu près toutes les œuvres qui sont dans l'ouvrage dans l'exposition. L'exposition est organisée autrement, cependant. Mais je dirais que le lecteur qui aurait lu l'ouvrage sera pas déçu par l'expo. C'est pas comme quand on lit un livre puis qu'on voit le film qu'on a fait avec après, puis on dit c'est donc bien plate, c'était tellement bon dans le livre, tu vois. Et celui qui voit l'expo va être très content de lire l'ouvrage. Je pense que oui, parce qu'évidemment, on peut pas écrire des romans sur les murs. On présente des œuvres, il y a des cartels qui donnent des explications sommaires, mais quiconque veut aller plus loin et veut découvrir toutes ces problématiques plus complexes dont je parle, dont on a parlé, la critique d'art, la réflexion sociale et politique, etc., le lecteur ou la lectrice va trouver bien sûr son compte dans la lecture de l'ouvrage. Alors, quel est le titre de l'exposition à Joliette? Alors, à Joliette, ils ont rajouté « Oublié », qui était mon premier titre. Oublié, : Scott Brenner Eveley, revoir l'abstraction montréalaise des années 40. La raison pour laquelle oublié, écoutez, c'est une raison presque, je dirais, personnelle et politique qui fait que j'ai enlevé sur l'ouvrage oublié, d'abord parce que le titre est déjà bien assez long, il prend toute la page couverture, mais aussi parce que, écoutez, ils ont peut-être été oubliés, mais il y a
tellement d'artistes qui ont été oubliés. Comme je le disais en début d'entrevue, notre histoire de l'art est encore jeune. Elle a à se construire. Les années 40, je n'ai traité que d'un petit aspect. Il y a encore plein de choses à dire sur cette décennie, qui pourtant a été magnifiquement couverte pour ce qui est de l'histoire des automatismes, bien sûr, et dans une certaine mesure de Pellan, à qui on n'a peut-être pas rendu assez justice avec le temps. Mais je trouvais que ça n'avait pas, que c'était gênant presque à la limite de les identifier comme oubliés parce que il y a tant d'artistes qui ont été oubliés et qu'il faut redécouvrir. Et c'est un autre aspect important de la critique d'art. Nonobstant les contradictions des discours, c'est que c'est grâce à eux, très souvent, que l'on voit quels étaient les artistes qui étaient commentés et que l'on mesure l'immensité de notre ignorance. Merci infiniment, Esther Trépanier, d'avoir partagé tes découvertes, ta passion. Alors, je rappelle pour les auditeurs et auditrices que l'exposition portant sur ces 4 artistes se tient au Musée d'art de Joliette du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023 et qu'on peut se procurer le magnifique ouvrage qui vient de paraître auprès de l'Université de Montréal et qui s'intitule « Scott, Brantner, Eveley, Weber, revoir l'abstraction montréalaise des années 40 ». Merci, Esther Trépanier. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.